Un millionnaire est entré dans sa propre suite et a trouvé une femme de ménage endormie dans son lit. Ce qu'il a fait ensuite a choqué le monde entier. Elle nettoyait les couloirs en silence jusqu'à ce que la fatigue l'emporte et qu'elle s'endorme, dans le mauvais lit. À son réveil, le propriétaire de la chaîne d'hôtels était là, debout, la regardant. Mais au lieu de crier ou de la renvoyer, il a cru qu'elle était quelqu'un d'autre. Et il a suffi d'un oui pour qu'un mensonge change tout. Une histoire de choix, de secret et de ce qui arrive quand une personne ordinaire ose vivre un rêve qui n'était pas le sien. Et à cet instant, la vie de Chloé a commencé à basculer. L'horloge marquait 6h15 du matin lorsque la porte de la suite présidentielle du Grand Hôtel Impérial s'est ouverte. Adrien de Villeneuve, 33 ans, l'homme derrière l'une des plus grandes chaînes hôtelières du pays, est entré d'un pas ferme et le visage fermé. Il était en retard pour une réunion stratégique, et ce jour-là, il n'avait aucune patience pour les erreurs. En traversant le salon de la suite, quelque chose d'inattendu l'a forcé à s'arrêter. Là, allongée sur le lit immaculé en lin égyptien, dormait une jeune femme vêtue de l'uniforme bleu de l'hôtel. Les cheveux attachés à la hâte, ses chaussures de travail posées de travers sur le sol, le visage enfoui dans l'oreiller, comme si elle trouvait la paix pour la première fois depuis des années. Adrien a froncé les sourcils. Pendant une seconde, il a envisagé d'appeler la sécurité, mais il a hésité. Il y avait quelque chose dans ce visage fatigué qui l'a captivé. Une douceur, une vérité qu'il n'avait pas vue depuis très longtemps, loin des gens qui le flattaient par intérêt, loin des femmes sophistiquées et de leurs discours répétés. Et puis, avant qu'il ne puisse prendre la moindre décision, elle a bougé. Chloé a ouvert les yeux lentement, confuse, effrayée. Quand elle a vu l'homme élégamment vêtu, debout à côté du lit, ses yeux se sont écarquillés et elle s'est redressée d'un bond. « Je peux tout vous expliquer » a-t-elle balbutié, essayant instinctivement de cacher son badge. Adrien l'a observé en silence. Après quelques secondes, il a dit « Vous êtes arrivé très en avance. J'apprécie la ponctualité. C'est bien vous, n'est-ce pas, la nouvelle consultante ?» Elle a cligné des yeux, ne sachant que répondre. « Consultante ?» Il a souri, comme s'il avait déjà tout compris. Amélie m'avait dit que les ressources humaines enverraient quelqu'un de différent cette fois, de moins formel. J'aime bien. Chloé est restée silencieuse. Une seconde, deux, et puis... Oui, c'est moi. Mais elle ne savait pas encore que ce mensonge n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Chloé Dubois avait toujours vécu entre le silence et l'effort. À 24 ans, elle connaissait déjà le goût amer du sacrifice quotidien. Elle était l'aînée de 3 sœurs, mais elle a été la seule à rester pour s'occuper de sa mère quand la maladie d'Alzheimer a commencé à lui voler des bribes de mémoire. Elle vivait dans un petit appartement loué dans un quartier populaire de la banlieue nord. 2 pièces, un réfrigérateur qui bourdonnait la nuit et une vieille télévision que sa mère, maman Sylvie, reconnaissait encore parfois. « C'est ta sœur, ça ?» demandait-elle en montrant les actrices d'une série. « Non, maman, c'est juste la télé », répondait Chloé avec tendresse, même quand son cœur voulait hurler. Avant la maladie, Chloé étudiait la psychologie à l'université. Elle avait toujours rêvé d'ouvrir un centre de soutien psychologique gratuit dans son quartier. Elle savait à quel point la souffrance mentale était ignorée dans les périphéries. Elle le savait parce qu'elle avait grandi en entendant ses voisins dire « Elle fait des chichis » pendant que des gens s'effondraient de l'intérieur. Mais la réalité ne pardonne pas les rêves à long terme. Au 3e semestre, elle a dû suspendre ses études. Maman Sylvie ne pouvait plus rester seule. La petite pension suffisait à peine pour la nourriture, et travailler à domicile n'était pas une option. C'est alors qu'est apparue l'offre d'emploi au Grand Hôtel Impérial. Agente d'entretien, horaire de nuit, salaire minimum. Mais c'était un travail. Et Chloé a toujours été du genre à faire ce qui doit être fait. Elle prenait 2 bus, arrivait avec son uniforme propre et le sourire aux lèvres. Elle savait que la plupart des clients ne la voyaient même pas. Ce n'était pas nécessaire. Elle était là pour nettoyer, disparaître et revenir le lendemain. Sauf que cette nuit-là, son corps a lâché.
Après 14 heures de nettoyage et d'escalier, elle s'est assise juste pour 5 petites minutes sur le lit de la suite présidentielle. Le matelas était si moelleux, si différent de la fine mousse de son matelas à la maison que le sommeil est venu comme une vague chaude. Elle s'est endormie et s'est réveillée face à l'homme le plus puissant qu'elle ait jamais vu. Ce qu'elle a fait ensuite n'était pas prévu, c'était instinctif. Elle a menti. Peut-être parce que, l'espace d'une seconde, elle a voulu savoir ce que ça faisait d'être vraiment vue, comme quelqu'un d'important, comme quelqu'un qui n'avait pas à s'excuser d'exister. Et quand il l'a cru, quelque chose en elle s'est brisé. Mais aussi, quelque chose s'est allumé. Chloé n'a jamais voulu le luxe. Elle n'a jamais rêvé de déambuler en talons dans des couloirs de verre ou de conduire des voitures silencieuses qui coûtent le prix d'une maison. Ce qu'elle a toujours voulu, c'était un havre de paix, un endroit où les gens n'auraient pas à feindre d'être forts tout le temps, où elle-même pourrait respirer. Ce désir est né tôt, quand elle n'avait que 12 ans et qu'elle a vu sa voisine, Nathalie, mère célibataire de 3 enfants, disparaître pendant des semaines après une dépression nerveuse. Tout le monde dans le quartier chuchotait qu'elle était devenue folle. Personne n'a pensé à chercher de l'aide. Personne ne savait même par où commencer. À l'époque, Chloé n'a pas compris. Elle trouvait juste triste de voir les enfants de Nathalie jouer dans la rue en attendant que leur mère revienne. Elle est revenue, maigre, silencieuse, encore plus isolée qu'avant. C'est là que Chloé a commencé à observer. Les femmes de sa rue étaient toujours fatiguées. Les hommes, toujours durs. Personne ne disait « j'ai peur ». Tout le monde continuait simplement, comme des automates. À l'adolescence, elle a découvert la psychologie dans un livre d'occasion trouvé chez un bouquiniste. Elle a lu sur les traumatismes, la douleur silencieuse, les émotions refoulées. Cette lecture l'a touchée comme une vérité ancienne. Comme si le livre disait « Tu n'es pas folle, tu es juste blessée ». Et pour la première fois, Chloé a compris ce qu'elle voulait faire de sa vie. Elle voulait prendre soin des esprits, comme on prend soin des fleurs oubliées. Elle voulait créer un centre social, gratuit, où les gens pourraient parler, pleurer, respirer sans honte. Elle rêvait d'un lieu simple, avec des murs clairs, des plantes, et l'odeur du café fraîchement préparé, et un canapé où quelqu'un pourrait dire « je ne vais pas bien » et être vraiment écouté. Elle y est presque arrivée. Elle a été admise en psychologie à l'université. Elle a commencé ses cours les yeux pétillants, avec des cahiers colorés, des projets plein la tête. Elle a été l'une des premières de sa promotion à présenter des exposés avec assurance. Ses professeurs l'appréciaient. Elle avait du talent. Mais ensuite est tombé le diagnostic de maman Sylvie, et avec lui les factures, la peur, la réalité. Elle a suspendu ses études sans le dire à personne. À ses amis, elle a dit qu'elle avait trouvé un stage, qu'elle avait besoin d'une pause. Seule sa mère connaissait la vérité. Mais elle commençait déjà à l'oublier. Pourtant, elle n'a pas abandonné son rêve. Elle gardait ses cahiers de notes. Elle lisait des articles téléchargés à la bibliothèque municipale. Elle regardait des cours enregistrés sur son vieux téléphone. Chaque fois qu'elle nettoyait une chambre, elle imaginait où elle accrocherait un tableau dans son futur cabinet. Chaque fois qu'elle pliait des draps, elle s'entraînait à défendre la santé mentale accessible à tous. Chloé n'avait pas d'argent, mais elle avait la volonté, et elle savait qu'un jour, elle y retournerait. Elle ne savait juste pas comment. Jusqu'à ce matin-là, où Adrien de Villeneuve, l'homme qui pouvait payer le salaire d'un psychologue avec la monnaie de son déjeuner, la regardait comme si elle était quelqu'un qui avait quelque chose à dire. Et pour la toute première fois, elle a senti qu'elle pourrait peut-être sauter une étape, qu'elle pourrait peut-être utiliser cette chance, ce mensonge, pour se rapprocher de ce qu'elle avait toujours voulu. Ce n'était pas de l'ambition, ce n'était pas de la vanité, c'était une nécessité, parce que le loyer n'attendait pas. Les médicaments de sa mère augmentaient chaque mois et le monde ne donne pas de temps à ceux qui ne font que rêver. Ce matin-là, quand Adrien lui a demandé ce qu'elle pensait des relations humaines en entreprise, elle s'est figée un instant, puis elle a répondu comme si elle était de retour à la fac. Je pense que tout le monde a besoin d'être écouté. Finalement, c'est ce que tout être humain veut, être vu.
être écouté. Adrien a hoché la tête, intrigué. Et il lui a demandé de revenir le lendemain. Et à ce moment-là, le désir qu'elle enfouissait chaque jour au fond de sa poitrine a recommencé à respirer. Le lendemain matin, Chloé est arrivée tôt au bureau temporaire de la présidence, installé au dernier étage du grand hôtel impérial. Elle portait le même pantalon noir que d'habitude, une chemise blanche qu'elle avait repassée avec soin et un blazer emprunté à sa voisine. Ses cheveux étaient attachés en un chignon strict et son cœur battait comme s'il allait exploser. Adrien l'a accueillie avec un sourire discret. « Bien dormi, madame la consultante ?» Elle a souri en retour, essayant de cacher sa nervosité. Assez pour mieux réfléchir à quelques idées. Les jours suivants, leurs rencontres sont devenues fréquentes. Adrien lui demandait son avis sur la dynamique d'équipe, le climat de l'entreprise, les conflits entre services. Et Chloé répondait avec une sagesse qui venait de l'expérience, pas des manuels. Elle parlait simplement, mais ses mots touchaient juste. Comme lorsqu'elle a expliqué qu'une employée peu performante pouvait s'occuper de sa mère malade à la maison, comme elle-même le faisait. Adrien écoutait en silence et prenait des notes. Ce qui avait commencé comme un malentendu est devenu une routine. En moins d'une semaine, Chloé avait un bureau improvisé, une adresse e-mail professionnelle et même une tasse à son nom. Chloé Dubois, psychologue, le titre qu'elle avait inventé dans la panique. Mais le mensonge commençait à peser lourd. Chaque fois qu'Adrien louait sa sensibilité, Chloé pensait à son uniforme de travail plié dans son sac à dos. Chaque fois que quelqu'un l'appelait « Madame la psychologue », elle déglutissait difficilement. La supercherie grandissait, et la peur aussi. Amélie, l'assistante d'Adrien, a été la première à se méfier. « Vous travailliez où avant ?» a-t-elle demandé nonchalamment, pendant une pause café. « Dans un petit cabinet de conseil en province », a répondu Chloé d'une voix ferme. « Le nom ? Je connais peut-être. C'était très petit, ça a déjà fermé. » Amélie a souri, mais son regard disait « Je vous ai à l'œil. » Le même après-midi, en rangeant des dossiers à la réception, Chloé a surpris une conversation téléphonique. « Oui, j'ai son nom, Chloé Dubois. Vous pouvez vérifier son parcours académique ? Université de Rouen. » Elle a eu la gorge sèche. Amélie, elle est allée aux toilettes et a respiré profondément. Elle était dans un château de cartes et chaque mot pouvait tout faire s'effondrer. Le jour suivant, Adrien l'a invitée à assister à une réunion avec les directeurs de différents départements. C'était sa chance de prouver sa valeur ou de faire un faux pas fatal. Elle est entrée dans la salle, le cœur battant. Tous les regards se sont tournés vers elle, certains respectueux, d'autres inquisiteurs. « Voici Chloé Dubois, notre nouvelle consultante en développement humain », a annoncé Adrien avec fierté. Le mot « consultante » a résonné en elle comme une insulte déguisée en compliment. « Diplômée de quoi au juste ?» a demandé l'un des directeurs. « De psychologie », a-t-elle répondu, la voix plus assurée qu'elle ne se sentait. Pendant la réunion, Chloé a proposé une idée qu'elle gardait depuis des mois, un programme d'écoute interne, où les employés pourraient parler à des médiateurs de problèmes émotionnels, familiaux, financiers. Un employé qui se sent écouté travaille mieux et s'absente moins, a-t-elle argumenté. Adrien l'a regardé comme s'il voyait quelque chose de rare, et il a immédiatement soutenu son idée. Mais à la fin de la réunion, Amélie l'a prise à part. « Vous êtes sûre d'être prête pour tout ça ?» Chloé a senti le sous-entendu. « Pourquoi ne le serais-je pas ?» Amélie a souri. « Parce que dans un endroit comme celui-ci, les secrets ne restent pas secrets très longtemps. » Chloé est rentrée chez elle ce soir-là, les mains tremblantes. Elle a acheté les médicaments de sa mère avec l'avance sur salaire et est arrivée à la maison l'âme épuisée. Maman Sylvie l'attendait sur le canapé, regardant la télévision à plein volume. « Encore toi ?» a-t-elle demandé, confuse. « Où est ma fille ?» Chloé s'est assise à côté d'elle et lui a pris la main. « Je suis là, maman. C'est moi, ta fille. » Mais au fond d'elle-même, elle se demandait qui était-elle devenue. Le lendemain, un message est arrivé sur son téléphone. C'était Adrien. « Demain soir, il y a un événement avec les principaux investisseurs. Je veux que vous veniez avec moi. Ce sera bien pour vous d'être vu comme faisant partie de l'équipe. » Mais ce que Chloé ne savait pas, c'est que parmi les invités, il y avait quelqu'un qui connaissait très bien le passé qu'elle s'efforçait de cacher.
L'événement était prévu à 19 heures, dans le grand salon de l'hôtel. C'était un cocktail pour les investisseurs, les dirigeants et les entrepreneurs invités par Adrien de Villeneuve. Un défilé de cols empesés, de robes discrètement hors de prix et de sourires entraînés. Chloé a passé tout l'après-midi à décider quoi porter. Elle a finalement opté pour une robe bleu marine, achetée dans une friperie du centre. Elle avait des manches 3/4, une coupe droite et tombait élégamment, même si le tissu était un peu usé aux coutures. Elle a relevé ses cheveux en un chignon simple, a mis son rouge à lèvres préféré, celui qu'elle gardait pour les entretiens d'embauche, et est sortie le cœur battant la chamade. Adrien l'attendait dans le hall principal. Il était élégant, avec un blazer gris foncé, sans cravate, le visage sérieux comme d'habitude, mais avec une étincelle dans les yeux en la voyant. « Vous êtes magnifique », a-t-il dit en lui tendant le bras. Chloé l'a remercié à voix basse, et ensemble, ils sont montés au salon du 10e étage. À l'intérieur, c'était un autre monde. Un quatuor à cordes emplissait l'air de musique classique. Des serveurs passaient avec des plateaux de champagne. Des groupes d'hommes d'affaires discutaient en riant, comme si rien au monde ne pouvait les atteindre. Adrien l'a présenté à plusieurs personnes. « Voici Chloé Dubois, ma consultante en développement humain. » Et elle souriait, serrait des mains, hochait la tête. À l'intérieur, un tourbillon. Elle n'était pas à sa place, elle le savait. Elle le sentait dans les regards discrets, dans les salutations polies, mais froides. Consultante, si jeune, a remarqué un monsieur à la moustache grise. « Un talent rare », a répondu Adrien, en la regardant avec une fierté sincère. Tout semblait sous contrôle, jusqu'à ce qu'un serveur s'approche avec un plateau de coupe, et que sa voix frappe sa mémoire. « Chloé », elle s'est figée. Elle s'est retournée lentement. C'était Julien, un ancien collègue de l'hôtel. Il portait lui aussi l'uniforme noir et blanc, mais son visage était maintenant empreint de surprise. « C'est toi, Chloé du service d'entretien ?» L'air du salon a semblé se raréfier. Adrien s'est tourné vers elle, confus. Les yeux des invités se sont braqués sur eux. La musique semblait avoir baissé de volume toute seule. « Pardon », a dit Julien, embarrassé. « Je pensais que tu travaillais encore ici. Désolé, mais le mal était fait. »« Chloé ?» a demandé Adrien, maintenant dans un murmure. Elle a essayé de parler, mais les mots ne venaient pas. « Vous ne vous appelez pas Chloé Dubois, la consultante ? Je peux vous expliquer. S'il vous plaît, a-t-il dit, d'un ton bas et ferme. Dites-moi que c'est un malentendu. » Chloé a pris une profonde inspiration, essayant de rassembler ses esprits. Mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, une nouvelle présence s'est approchée. Des talons hauts, un parfum sucré, un regard perçant. « Ah, c'est donc vous », a dit Camille Beaumont, avec un sourire acéré. Chloé l'a reconnu sur le champ. Elle avait vu son nom sur les réseaux sociaux d'Adrien. Elle savait qu'ils étaient de vieux amis. Elle savait qu'elle représentait exactement tout ce qu'elle ne serait jamais. La fameuse consultante, c'est... intéressant. Adrien fixait Camille sérieusement. « Camille, s'il te plaît. » Je ne fais que saluer l'invité d'honneur. Elle s'est tournée vers Chloé, dissimulant l'ironie sous l'élégance. « Ah, ça doit être épuisant de maintenir autant de versions de soi-même, n'est-ce pas ?» Chloé a senti son visage brûler. « Je ne suis venue ici pour tromper personne. »« Non », l'a interrompu Camille, avec un sourire forcé. « Parce que, voyez-vous, j'ai fait une petite recherche. Et devinez quoi ? Aucune Chloé Dubois n'est inscrite à l'ordre des psychologues. Personne n'a de diplôme enregistré. » Adrien l'a regardé comme si le sol s'ouvrait sous ses pieds. « Vous m'avez menti ?» a-t-il dit, la voix plus basse que jamais. « J'avais besoin du travail, de la chance. Et quand vous m'avez confondu, je n'ai simplement pas pu dire la vérité. » Le salon, qui semblait autrefois rempli de conversations et de musique, était maintenant un théâtre silencieux. Vous avez utilisé l'entreprise. Vous m'avez utilisé. Non, j'ai tout donné ici. J'ai créé de vrais projets. J'ai aidé de vraies personnes. Sur la base d'un mensonge. Parce que si j'avais dit la vérité, personne ne m'aurait écouté. Les mots sont sortis, déchirés, du plus profond de son âme. Je n'étais qu'une femme de ménage, mais ce que je disais était quand même vrai. Et ça a fonctionné, vous le savez. Adrien a baissé les yeux. Ses yeux étaient humides, de colère, de honte, de déception. « Partez », a-t-il dit, tout bas.
Adrien, s'il vous plaît, maintenant. Chloé a fait face au visage autour d'elle. Des gens qui lui souriaient quelques minutes auparavant la regardaient maintenant comme une imposture. D'un pas lent, elle a traversé le salon, seule. Elle a passé les portes dorées, les couloirs parfumés, le hall, jusqu'à sortir de l'hôtel. Dehors, l'air froid de la nuit lui a fouetté le visage. Et avec lui, la certitude. Elle avait volé trop haut, mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que la chute ne faisait que commencer. La nuit sentait le béton mouillé et la honte. Chloé errait sans but dans les rues du centre, ses talons bon marché claquant sur l'asphalte comme un marteau sur du verre. Son maquillage coulé ne dissimulait plus rien, ses yeux brûlaient, sa gorge se serrait comme s'il n'y avait plus de place pour l'air. Elle essayait de comprendre où tout s'était effondré. Une erreur, juste une. S'endormir pendant 5 minutes dans un lit qui n'était pas le sien. Un quiproquo. Et le choix qu'elle a fait ensuite, le mensonge. Un oui dit dans la panique qui s'est transformée en avalanche. La ville continuait de tourner. Des gens entraient dans les bars, des couples riaient, des voitures passaient. Et elle, de nouveau, invisible. Elle a pris le dernier bus pour rentrer chez elle, les épaules voûtées et l'estomac noué. Personne ne l'a reconnue, ou a fait semblant de ne pas la reconnaître. À ce moment-là, elle n'était qu'une femme de plus rentrant de nulle part, les yeux pleins de tout. Quand elle est entrée dans l'appartement, maman Sylvie dormait sur le canapé avec la télé allumée. Une vieille série, les mêmes voix répétées. Chloé a éteint la télévision, a couvert sa mère avec soin et est allée dans la salle de bain. Elle s'est regardée dans le miroir. C'était comme si cette femme élégante qu'Adrien avait emmenée au cocktail n'avait jamais existé. Il ne restait que la fille, l'aide-soignante, la femme de ménage. Et, même si elle détestait l'admettre, la menteuse aussi. Elle s'est déshabillée lentement et a laissé l'eau couler sur son corps pendant de longues minutes, comme si cela pouvait emporter la culpabilité. Mais ça n'a pas marché. Le lendemain matin, elle s'est réveillée avec la lumière sur son visage. Sa tête battait. Elle a pris son téléphone. 20 notifications. Son nom circulait déjà sur les réseaux sociaux. Quelqu'un avait filmé la scène du cocktail. Il l'avait montée, sous-titrée. C'était de moquer. L'arnaqueuse de la serpillière. La Cendrillon impostrice. Encore une qui veut épouser un riche. Chloé a éteint son téléphone. Pendant 3 jours, elle n'est pas sortie de la maison. Elle a survécu avec ce qu'il y avait dans le frigo. Elle a nourri sa mère, l'a changée, l'a lavée, a fait semblant d'aller bien, et a pleuré en silence dans la salle de bain, comme elle le faisait les jours les plus difficiles. L'après-midi du 4e jour, le téléphone fixe a sonné. Elle a pensé à l'ignorer, mais quelque chose l'a poussée à répondre. « Allô ? Allô ? C'est Chloé Dubois ?» La voix était féminine, douce. « Oui. Qui est à l'appareil ? Je m'appelle Hélène. Je travaille dans un centre social, l'Espoir. J'ai eu votre contact par Madame Fournier de l'université. » Le cœur de Chloé s'est emballé. Madame Fournier avait été sa directrice de mémoire en première année. Ça fait longtemps que je ne lui ai pas parlé. Elle m'a parlé de vous. Elle m'a dit que vous étiez l'une des étudiantes les plus brillantes qu'elle ait eues, que vous n'aviez arrêté qu'à cause de problèmes personnels. Chloé s'est mordu les lèvres. Ce souvenir faisait mal. « Et pourquoi m'appelez-vous ? Parce que j'ai vu votre histoire. Et contrairement à ce que beaucoup de gens disent, j'ai compris ce que vous avez essayé de faire. Essayer d'escroquer, essayer de survivre, a répondu Hélène, fermement. De l'autre côté du fil, le silence de Chloé était un mélange d'incrédulité et de soulagement. On a un projet ici, pour créer des groupes d'écoute et de soutien psychologique. Des gens comme vous, avec une expérience de vie et une sensibilité, seraient les bienvenus. Je n'ai pas de diplôme. Je ne sais même pas si j'ai le droit de parler de ça. Le droit ne vient pas seulement d'un morceau de papier. Il vient de l'écoute, de l'empathie, du courage d'être avec l'autre. Les mots sont tombés comme un baume. Vous n'avez pas besoin de décider maintenant, a continué Hélène, mais si vous voulez, la porte est ouverte. Chloé a raccroché, ne sachant que penser. En fin d'après-midi, elle a décidé de sortir de chez elle.
Elle a mis des vêtements simples, a attaché ses cheveux et a emmené sa mère au square du coin. C'était peu, mais c'était la vie. Les enfants couraient, les voisins jouaient à la pétanque et le monde semblait plus silencieux là-bas. Maman Sylvie lui a serré la main avec force. « Tu es ma fille, n'est-ce pas ?»« Oui, maman. Pourquoi es-tu triste ?» Chloé a souri, les yeux humides. « Parce que parfois on perd, maman. Mais il faut quand même continuer. » Ce soir-là, elle s'est assise à table et a rouvert ses vieux cahiers de l'université, ceux qu'elle gardait dans l'armoire, entre les draps. Elle a lu sur l'écoute active, les liens affectifs, la souffrance psychique dans les populations vulnérables. Et pour la première fois depuis la chute, elle a senti un souffle de volonté revenir. Peut-être qu'elle pouvait encore être utile, peut-être qu'elle pouvait encore recommencer. Elle a regardé sa mère, qui dormait la tête appuyée sur son épaule. Et elle a promis en silence « Je vais trouver un moyen, même si je dois repartir de zéro. » Mais ce qu'elle n'imaginait pas, c'est que quelqu'un du passé était aussi sur le point de réapparaître, et avec des intentions dangereusement différentes. Avez-vous déjà dû faire semblant d'aller bien, juste pour ne pas inquiéter ceux que vous aimez ? Avez-vous déjà souri à l'extérieur tout en pleurant à l'intérieur? Si ça vous est déjà arrivé, commentez « oui » ci-dessous, juste pour que je sache que vous me comprenez. Parfois, on a juste besoin de savoir qu'on n'est pas seul dans cette épreuve. 2 semaines après l'humiliation publique, la vie semblait s'être installée dans un silence étrange. Chloé suivait sa routine comme elle le pouvait. S'occupait de sa mère, évitait de sortir de chez elle, ignorait les messages qui continuaient d'arriver avec des jugements déguisés en conseils. Et la nuit, elle étudiait. Elle a tout relu sur la psychologie sociale. Il ne s'agissait plus d'un rêve lointain. Il s'agissait maintenant de survivre à la honte, de se retrouver parmi les débris. C'est un mercredi après-midi qu'elle a décidé d'accepter l'invitation d'Hélène. Elle a pris 2 bus jusqu'à la banlieue et descendu dans une rue de maisons simples et de trottoirs étroits et a marché jusqu'au numéro peint en bleu clair sur le mur écaillé. Le centre social L'Espoir était petit, mais vivant. À l'accueil, 2 dames âgées cousaient en silence. Une adolescente lisait des histoires pour enfants à 3 petits sur un tapis coloré. Il y avait une odeur de café, le bruit d'un vieux ventilateur et une paix que Chloé n'avait pas ressentie depuis longtemps. « C'est vous, Chloé ?» a demandé Hélène, sortant d'une pièce avec des dossiers dans les bras. « Oui, c'est moi » a-t-elle répondu, timide. Hélène a souri et l'a serrée dans ses bras comme si elle la connaissait depuis des années. « Je suis si contente que vous soyez venue. On a vraiment besoin de quelqu'un avec votre regard. » Elles ont passé l'après-midi ensemble. Hélène lui a présenté les projets, les bénévoles, la salle d'écoute, un petit espace avec 2 chaises, une étagère avec des livres de développement personnel et un tableau blanc où il était écrit « Ici, votre douleur est prise au sérieux ». La plupart des gens qui viennent ici n'ont jamais mis les pieds dans un cabinet de psychologue, a-t-elle expliqué. Mais ils ont tant à dire. Ils n'ont juste jamais eu d'espace sûr pour le faire. Chloé a été émue. C'était exactement ce dont elle avait toujours rêvé. À la fin de la journée, Hélène lui a demandé « Voulez-vous nous aider à organiser les groupes de parole du jeudi ? Vous pouvez commencer comme observatrice. Ensuite, si vous voulez, vous en animerez un. Je n'ai pas encore mon diplôme, mais vous avez l'expérience de la vie et, plus important encore, vous savez écouter. On commence par là. » Ce soir-là, en rentrant chez elle, Chloé a senti quelque chose de différent dans sa poitrine. C'était petit, presque imperceptible, mais c'était de l'espoir. Le jeudi suivant, elle est retournée au centre. Elle s'est assise au fond de la salle, a pris un cahier et a écouté. Elle a entendu Madame Martin raconter que son fils était en prison et qu'elle ne savait pas comment lui rendre visite. Elle a entendu Monsieur Bernard, retraité, dire qu'il se sentait inutile. Elle a entendu Rosalie, une femme de ménage, pleurer parce que sa fille essayait de se faire du mal et qu'elle ne savait pas comment l'aider. Chloé n'a presque rien dit. Elle a juste pris des notes, a observé et a écouté. À la fin du groupe, Hélène s'est approchée. « Qu'en avez-vous pensé ?»« J'ai pensé que tout le monde ici veut juste être vu.
tout comme je voulais l'être un jour. Et vous l'avez été. Sauf que c'était sous un mauvais angle. Maintenant, c'est votre chance de montrer qui vous êtes, de la bonne manière. Les semaines suivantes ont eu plus de sens. Chloé aidait à organiser des activités, créait des affiches, lisait avec les enfants, et parfois s'asseyait simplement avec quelqu'un pour l'écouter. Elle rentrait chez elle fatiguée, mais entière. Maman Sylvie a eu quelques mauvais jours. Elle confondait les noms, oubliait de manger, pleurait sans raison. Mais Chloé gérait mieux la situation. Elle ne paniquait plus. Elle savait que ce n'était pas la faute de sa mère. Elle savait qu'elle faisait de son mieux, tout comme elle. Et alors que tout semblait s'arranger, une enveloppe est arrivée à la loge de l'immeuble, sans expéditeur. À l'intérieur, il y avait une copie plastifiée d'un article publié dans un magazine économique « Comment un mensonge est devenu un projet réel », l'ex-femme de ménage qui a transformé la culture d'une entreprise avant d'être démasquée. Le texte n'était pas cruel. Il ne révélait pas de détails intimes, mais il racontait l'histoire avec assez de sensationnalisme pour raviver la douleur. À la fin de la page, un paragraphe était surligné. Adrien de Villeneuve a refusé tout commentaire. Des sources disent qu'il réévaluerait sa propre conduite suite à l'incident. Chloé a relu cette phrase 3 fois. Adrien pensait à elle? La voyait-il toujours de la même manière? Peu importait. Ou, du moins, c'est ce qu'elle se disait. Mais le soir même, son portable a sonné avec un numéro inconnu. Elle a hésité, puis a répondu. « Allô ?» Silence pendant 2 secondes. « Chloé ?» La voix était basse, familière, douloureusement claire. C'était lui, Adrien. Et au moment où elle a entendu ce nom, elle a su que le passé n'en avait pas encore fini avec elle. Et peut-être qu'il était sur le point de recommencer. « Adrien ?» a-t-elle répété, presque dans un murmure. De l'autre côté du fil, le silence semblait plus lourd que les mots. « Je sais que je suis probablement la dernière personne qui ait le droit de vous chercher. » a-t-il dit finalement. « Mais j'ai lu quelque chose aujourd'hui. » Chloé a pris une grande inspiration. Elle a senti le sol se dérober sous ses pieds. « Moi aussi, » a-t-elle répondu sèchement. « L'article n'était pas mon idée. Je ne l'ai pas autorisé. Mais, d'une certaine manière, il m'a rappelé que ce que vous avez créé était réel, peu importe comment ça a commencé. » Elle ne savait pas si elle voulait entendre ça. Une partie d'elle voulait raccrocher, une autre voulait comprendre ce que cela signifiait. « Adrien, j'ai menti. Vous avez une idée à quel point ça me ronge encore aujourd'hui ?»« Je l'ai, » a-t-il dit, avec une honnêteté triste. « Et c'est pour ça que je veux vous parler. En personne. » Elle a hésité. « Je ne sais pas si je peux revivre tout ça. Je veux juste entendre votre version. Sans public, sans regard. Juste vous et moi. Si vous ne voulez pas, je comprendrai, mais si vous voulez, je serai au Café Fleury demain à 10h. » Et il a raccroché. Chloé a passé une nuit blanche. Sa tête tournait. Le souvenir de la soirée du cocktail était encore une blessure ouverte. Mais il y avait aussi le désir de clore ce chapitre. Non pas pour remonter le temps, mais pour avancer sans fantôme. Le lendemain, elle s'est levée tôt. Elle a choisi une tenue neutre, simple. Elle a attaché ses cheveux, a mis un rouge à lèvres léger et a emporté un petit dossier avec quelques papiers. Elle est arrivée au café avec 10 minutes d'avance. Adrien était déjà là, assis à une table dans un coin avec une tasse de café à moitié vide. Il portait une chemise bleue aux manches retroussées et semblait fatigué. Plus humain qu'elle ne s'en souvenait. Il s'est levé en la voyant. « Merci d'être venu. Je ne suis toujours pas sûr d'avoir dû. Quand même. Merci. » Elle s'est assise sans trop s'approcher de la table. Elle le regardait comme on regarde un endroit où l'on est tombé en essayant de comprendre l'erreur. « Pourquoi maintenant ?» a-t-elle demandé. « Parce que j'ai d'abord été en colère, puis j'ai eu honte, puis j'ai douté, mais maintenant, je veux juste comprendre. » Elle a raconté, pas avec drame, mais avec vérité. Elle a parlé de sa mère, de la routine, de la nuit où elle s'est endormie 5 minutes et s'est réveillée dans une autre vie. Des réunions, des peurs, des nuits passées à pleurer sans savoir qui elle devenait. Adrien a tout écouté en silence. « Et malgré tout, vous avez continué, » a-t-il dit. « Vous avez créé des projets, vous avez touché les gens, vous avez changé l'ambiance de l'entreprise. »
parce que, pour la première fois, quelqu'un m'écoutait. Il a hoché la tête. Et puis, je voudrais vous proposer quelque chose. Elle a haussé les sourcils. Ce n'est pas un travail, a-t-il poursuivi. C'est un soutien. J'ai une branche de la Fondation de Villeneuve qui investit dans des projets sociaux. Si vous voulez monter ce centre dont vous avez toujours rêvé, je peux vous aider. Chloé est restée silencieuse un long moment. Ses yeux se sont embués, mais elle n'a pas laissé couler de larmes. « Je vous remercie », a-t-elle dit avec sincérité. « Mais si je dois construire quelque chose, je veux que ça naisse de ma vérité, en partant de zéro, du sol sur lequel je marche. » Adrien a souri, admiratif. « Vous avez changé. Je suis redevenue celle que j'étais avant le mensonge. » Il a fait glisser une enveloppe Kraft sur la table. « C'est à vous. » Elle l'a ouverte. À l'intérieur, il y avait une lettre de recommandation, avec sa signature, et une deuxième lettre de son ancienne professeure, confirmant que son inscription à l'université était réactivée avec une bourse d'études complète. « Comment avez-vous... » « J'ai parlé à Madame Fournier. Elle croit toujours en vous. Et moi aussi. » Chloé a serré les papiers contre sa poitrine, sans rien dire. Les larmes, maintenant, ne demandaient plus la permission. Elles coulaient, comme la pluie, un après-midi sec. Les mois qui ont suivi ont été ceux de la reconstruction. Elle a repris les cours, a recommencé ses études. Elle a commencé à animer de petits cercles d'écoute au centre social. Chaque semaine, plus de gens venaient. Son nom circulait dans les quartiers voisins, non pas comme l'impostrice, mais comme la jeune femme qui écoute vraiment. Elle ne portait plus la honte, mais des cicatrices, et chacune racontait une histoire de résilience. Mais il y avait aussi quelque chose de non résolu. Adrien avait de nouveau disparu. Depuis cette rencontre au café, ils ne s'étaient plus parlé. Jusqu'à ce qu'un samedi après-midi, une invitation arrive par la poste. C'était élégant. Enveloppe crème, écriture cursive. Nous vous convions à la réinauguration de l'espace humanisé, premier pôle de bien-être émotionnel de la Fondation de Villeneuve, inspiré par des projets développés par Chloé Dubois. Chloé a regardé le carton pendant plusieurs minutes. Dans le coin inférieur, un mot manuscrit. « Si vous pouvez encore me pardonner, je vous attendrai. » Mais la décision qu'elle prendrait ce soir-là serait sans retour. Le ciel était couvert de nuages épais ce soir de réinauguration. La ville semblait suspendue dans le temps, comme si elle savait que quelque chose d'important était sur le point de se produire. Chloé est arrivée tôt. Elle portait un ensemble discret, un pantalon de tailleur et un chemisier clair, les cheveux lâchés et légers, sans maquillage prononcé. Elle ne voulait pas impressionner. Elle voulait juste être elle-même, pour la première fois depuis longtemps. En descendant de son VTC, elle est restée quelques secondes à regarder le bâtiment en face. Le nouvel espace humanisé occupait 2 étages entiers d'un immeuble de bureaux à la Défense. Façade de verre, logo moderne et plantes vertes à l'entrée. Au cœur du projet, son essence. Quand elle est entrée, une employée l'a reconnue et a souri. « La salle de réception est au bout du couloir, Madame Dubois. » Ces mots ont résonné différemment. Non pas comme une flatterie, mais comme du respect. Chloé a parcouru les couloirs avec des yeux attentifs. Chaque salle avait une couleur différente. Jaune doux, vert clair, des tons qu'elle avait elle-même suggérés des mois plus tôt, alors qu'elle n'était qu'un mensonge ambulant, essayant d'être entendue. Dans chaque coin, des phrases sur les murs. « Écoutez est un acte d'amour. Il ne s'agit pas de réparer, mais de cheminer ensemble. Toute douleur qui est entendue fait moins mal. » Elle s'est arrêtée devant une salle avec une plaque dorée. Salle Chloé Dubois, en hommage à l'écoute véritable. Elle a senti l'air lui manquer un instant. « Tu le mérites », a dit une voix derrière elle. Elle s'est retournée. C'était Hélène, souriant les yeux pleins d'eau. Le monde avait besoin de savoir qui tu es. Sans filtre, sans étiquette. « Oh Dieu, je suis encore en train de digérer tout ça. »« Alors mâche lentement », a répondu Hélène en riant. D'autres invités ont commencé à arriver. Psychologues, bénévoles, représentants d'ONG, habitants du quartier, étudiants, des gens de toutes les classes. Tous réunis dans un but, un nouveau départ. Peu avant 20 heures, Adrien est apparu. Discret, costume sombre, sans cravate. Ses yeux ont cherché les siens dès qu'il est entré dans le hall principal.
Mais cette fois, Chloé n'a pas détourné le regard. Ils se sont fixés pendant quelques secondes silencieuses. Puis il s'est approché, calmement, comme quelqu'un qui demande la permission, sans ouvrir la bouche. « Vous êtes venu, je suis venu pour moi », a-t-elle répondu. « Pas pour vous, c'est plus que juste. » Ils sont restés quelques secondes en silence. « Vous savez, » a-t-il poursuivi, « j'ai réexaminé chaque projet, chaque dossier à votre nom. Ce que vous avez créé, Chloé, est bien plus grand que la confusion que cela a causé. Et si aujourd'hui ce lieu existe, c'est parce qu'un jour, quelqu'un a eu le courage de parler, même sans avoir la permission d'être là. Je ne veux pas de votre pardon. Je voulais juste qu'on n'efface pas ce qui a été fait. Personne ne l'effacera. À partir d'aujourd'hui, ce sera célébré. Les lumières de l'auditorium ont commencé à clignoter. L'événement officiel allait commencer. Adrien s'est approché de la scène, a pris le micro et a respiré profondément avant de parler. « Bonsoir à tous. C'est un honneur d'être ici pour présenter la nouvelle phase de la Fondation de Villeneuve. Un espace où l'écoute, l'empathie et l'accueil cessent d'être des concepts abstraits et deviennent une réalité. Mais je ne serais pas ici s'il n'y avait pas eu une personne. Une femme qui, même sous le poids du mensonge, a livré l'une des vérités les plus nécessaires que j'ai jamais entendues. Personne ne devrait avoir besoin d'un titre important pour être écouté. » Chloé a baissé les yeux, sentant tous les regards sur elle. « Cette femme s'appelle Chloé Dubois, » a poursuivi Adrien, « et ce soir j'aimerais l'inviter sur scène, parce que son histoire est aussi l'histoire de milliers de personnes qui n'ont jamais eu de voix, mais qui méritent d'être entendues. » La salle a éclaté en applaudissements. Chloé a hésité, a respiré profondément et est montée sur scène. Elle s'est arrêtée devant le micro, le cœur battant dans ses oreilles. Les lumières l'aveuglaient un peu, mais elle savait ce qu'elle voulait dire. « Bonsoir », a-t-elle commencé. « Je n'ai pas encore de diplôme, je n'ai pas de CV brillant ni de nom de famille célèbre. Ce que j'ai, c'est une expérience, de la douleur, de l'amour, et une immense envie de changer les choses. » Un silence respectueux s'est fait. « J'ai menti, je l'assume, parce que je pensais que c'était la seule façon d'être entendu, parce que, de l'extérieur, on ne reçoit que des noms. On n'est appelé que pour nettoyer, servir, disparaître. Mais là, quand quelqu'un m'a confondu avec une autre, je me suis accroché à ça comme on s'accroche à une planche en pleine mer. » Elle a fait une pause. Personne ne bougeait. « Aujourd'hui, je comprends que la vérité n'a pas besoin de déguisement pour être forte. Ce que j'ai vécu était réel. Ce que j'ai apporté était légitime. Et c'est ce que je veux faire à partir de maintenant. Construire des ponts, prendre soin de la santé mentale de ceux qui sont oubliés. Faire en sorte qu'aucune femme au foyer, aucun retraité, aucune mère célibataire n'ait à devenir fou en silence. » Applaudissements. Chloé a ravalé ses larmes. « Merci de m'avoir permis de redevenir moi-même. Et plus encore, de me laisser continuer. » En descendant de la scène, elle a été étreinte par des inconnus, par Hélène, par d'anciens professeurs, et par Adrien, qui lui a juste touché le bras avec légèreté. « Maintenant, le monde vous connaît de la bonne manière, » a-t-il dit. Elle a souri. « Maintenant, je me connais aussi. » Ce soir-là, Chloé n'a pas gagné parce qu'elle avait trompé le système. Elle a gagné parce qu'elle a montré que même le mensonge le plus douloureux peut laisser place à la vérité la plus transformatrice, quand il naît de la douleur et s'épanouit dans l'amour. Le lendemain de l'événement, la vidéo du discours de Chloé est devenue virale. Ce n'était pas un article à sensation comme les précédents, c'était l'extrait exact où elle disait « Je pensais que c'était la seule façon d'être entendue. » Parce que de l'extérieur, on ne reçoit que des noms. Cette phrase est devenue une légende de posts, de reels, de stories. Elle a fait le tour du monde grâce à des gens ordinaires, femmes de ménage, professeurs, vendeurs, mères, étudiants. Des gens qui s'étaient aussi sentis invisibles. Dans les commentaires, des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de messages. Cette femme me représente. J'ai pleuré en écoutant chaque mot. Elle a dit ce qu'on ressent tous les jours. Cette fois, le jugement a laissé place à l'identification. Même les chroniqueurs qui l'avaient autrefois qualifiée d'arnaqueuse ont fait marche arrière. L'un d'eux a écrit « Si tous les menteurs faisaient autant de bien qu'elle, le monde irait mieux. »
À l'université, le retour de Chloé est devenu un motif de fierté. Les professeurs parlèrent de sa force, de son éloquence, de sa capacité à transformer l'expérience en connaissance. Des camarades qui la remarquaient à peine auparavant s'approchaient maintenant avec un respect sincère. « Je voulais te présenter mes excuses », a dit une étudiante plus âgée. « Je t'ai jugé quand j'ai vu la vidéo de la fête, mais après t'avoir entendu, j'ai compris. » Chloé répondait toujours avec gentillesse, mais sans euphorie. Elle savait que l'exposition médiatique passerait, et elle ne voulait pas se perdre dans les applaudissements, tout comme elle ne s'était pas perdue dans la haine. Dans son quartier, la concierge de l'immeuble la saluait avec plus d'égard. Les voisines, autrefois distantes, s'arrêtaient maintenant pour discuter. « J'ai vu votre interview, ma petite. Vous avez si bien parlé. Madame Sylvie doit être fière, » a dit une dame du 2e étage. « Parfois, elle ne se souvient même plus de qui je suis, » répondait Chloé avec un sourire serein. « Mais quand elle s'en souvient, elle sourit. Et ça suffit. » Au centre social, la demande d'écoute a triplé. Hélène a dû réorganiser l'équipe, ouvrir de nouveaux créneaux, former plus de bénévoles. Et elle a demandé à Chloé de coordonner le nouveau projet appelé « Voix anonyme », un espace de parole pour les travailleurs qui n'ont jamais eu d'espace pour ressentir. Lors de la première réunion du groupe, plus de 20 personnes se sont présentées. Un pompiste, une nounou, un livreur, un mécanicien. Tous en silence jusqu'à ce que Chloé se présente. « Je suis Chloé. Je ne suis pas encore psychologue, mais je suis quelqu'un qui a eu peur de ne pas être entendu. Et aujourd'hui, je suis là pour écouter chacun de vous. » Un par un, les bras se sont levés. Les histoires ont afflué comme une marée. Trahison, deuil, abus, dette, désespoir. Et elle écoutait tout, avec attention, sans interrompre, sans corriger, sans juger. Pendant ce temps, dans les hautes sphères, Adrien de Villeneuve changeait aussi. Le mois suivant l'inauguration de l'espace humanisé, il a annoncé des changements dans toute la culture interne de la chaîne des hôtels de Villeneuve. Formation émotionnelle, soutien psychologique gratuit pour les employés, canaux anonymes d'écoute active. Et lors d'une conférence de presse, il a déclaré « Sans le regard attentif de quelqu'un qui vient de là où la douleur réside, nous n'aurions peut-être jamais réalisé à quel point notre entreprise était sourde. » Chloé Dubois nous a montré que l'écoute est une révolution silencieuse et nécessaire. La presse, cette fois, n'a eu d'autre choix que de l'accepter. Cette impostrice était devenue une référence. Et Amélie, l'assistante qui s'était méfiée dès le début, elle a démissionné un mois plus tard. Des sources ont dit qu'elle se sentait mal à l'aise avec la nouvelle direction de l'entreprise. Adrien n'a pas commenté, Chloé non plus. Elle n'avait pas de rancune. Elle ne portait simplement plus de fardeau qui n'étaient pas les siens. Un mois plus tard, elle a reçu une invitation pour une conférence sur la santé mentale populaire à Lyon. Elle était nerveuse, bien sûr, mais elle a accepté. Sur scène, devant plus de 600 personnes, elle a raconté son histoire calmement. Elle a assumé la honte, le mensonge, l'espoir. Elle a dit que recommencer demande plus de courage que de partir de zéro. Et elle a conclu en disant « Si vous êtes là, caché derrière ce qu'on vous a dit que vous étiez, écoutez, vous êtes plus. Vous l'avez toujours été. » L'auditorium s'est levé pour l'applaudir. À la maison, la plus grande victoire est arrivée en fin d'après-midi. Elle faisait la vaisselle quand elle a entendu un bruit venant du canapé. « Chloé ?» Elle s'est retournée rapidement. Maman Sylvie la regardait avec des yeux clairs, éveillés. Pour la première fois depuis des jours, lucide. « C'est toi, ma fille ? C'est moi, maman. Tu es heureuse. » Elle s'est approchée, s'est essuyée les mains sur son tablier et a répondu, la voix étranglée par l'émotion. « Je le suis. Très. Je savais que tu allais réussir. Même quand j'oubliais ton nom, je me souvenais de ta force. » Chloé s'est assise à côté de sa mère et l'a serrée fort dans ses bras. À cet instant, aucun titre de journal, aucune vidéo virale, aucune scène n'avait plus d'importance. Là, dans ce simple salon, avec une odeur de café et de savon, se trouvait la consécration de son histoire. Parce que gagner pour elle, c'était ça, continuer avec dignité, même après avoir été discrédité par tous.
Le monde qu'il avait un jour expulsé l'écoutait maintenant. Et elle, enfin, n'avait plus besoin de crier pour être remarquée. Elle avait juste besoin d'être celle qu'elle avait toujours été. Chloé a appris, à chaque chute, que la valeur d'une personne ne se trouve pas sur un badge, un diplôme ou un nom de famille connu. Elle se trouve dans les choix qu'elle fait quand personne ne regarde. Elle se trouve dans le courage de continuer même quand tout autour dit « abandonne ». Elle a fait une erreur. Ça, elle ne l'a jamais nié. Elle a assumé le mensonge, a porté les conséquences, a pleuré des nuits entières pour un « oui » dit sur une impulsion, mais elle a aussi défendu sa vérité, a transformé l'erreur en pont, la douleur en graine. La vie lui a appris que parfois, les opportunités ne frappent pas à la porte. Elles se glissent par les fissures, et quand elles apparaissent, elles ont presque toujours le mauvais visage, au mauvais moment. Mais elles sont quand même des fenêtres ouvertes. Si elle avait dit non ce matin confus, elle serait peut-être encore en train de nettoyer des chambres, la tête pleine de rêves étouffés. Si elle avait reculé devant le premier regard de jugement, elle ne serait peut-être jamais retournée à ses études, n'aurait jamais trouvé sa voie. Mais elle a choisi de continuer, même avec la peur, même avec la culpabilité. Et c'est sur ce chemin incertain qu'elle a trouvé ce qu'elle cherchait depuis le début. La dignité. Le vrai tournant de la vie de Chloé n'a pas été de monter sur scène, ni d'avoir son nom sur des plaques dorées. C'est quand elle a compris qu'elle n'avait plus besoin de demander la permission pour exister, pour occuper un espace, pour avoir une opinion. Elle ne voulait pas d'applaudissements, elle voulait le respect. Et à la fin, c'est ce que tout être humain mérite, être traité comme quelqu'un qui compte, même sans statut, même sans apparence parfaite, même avec des failles sur le chemin. Parce que personne n'est parfait, mais tout le monde a de la valeur. Et quand quelqu'un est vraiment écouté, quelque chose change à l'intérieur. C'est ce que Chloé a appris. Et c'est ce qu'elle emporte avec elle, à chaque rencontre, à chaque groupe d'écoute, à chaque nouvelle histoire qu'elle accueille. Écouter, c'est guérir. Et être écouté, c'est commencer à vivre. Des mois ont passé depuis la réinauguration de l'espace humanisé. Et avec le temps, la vie s'est installée sur ses propres rails, non pas comme avant, mais comme elle aurait dû l'être. Chloé a repris ses études avec ferveur. Elle a rattrapé les semestres qui lui manquaient, partageant son temps entre les études et les accueils au centre. Elle n'a jamais eu de si bonnes notes, non par obligation, mais parce que maintenant, chaque cours avait un sens. Chaque texte se connectait aux histoires qu'elle écoutait tous les jours. Le projet Voix anonyme a grandi. Aujourd'hui, c'est une référence en matière de soutien émotionnel dans les banlieues. Le centre social où tout a commencé a été agrandi. 2 salles supplémentaires, une nouvelle bibliothèque et un espace ludique pour les enfants. Le tout financé par des dons de personnes qui se sont reconnues dans l'histoire de Chloé. Hélène, la première personne à avoir cru en elle après la chute, est devenue sa partenaire officielle dans le projet. Les deux partagent les fonctions, les sourires et une amitié solide, de celles qui naissent dans les tempêtes. Adrien de Villeneuve, de son côté, a adopté une nouvelle posture. Il a réduit son exposition, a pris une année sabbatique et a commencé à se consacrer plus activement à la fondation. Il a continué à soutenir le travail de Chloé, mais toujours à une distance respectueuse. Il n'a jamais forcé un rapprochement. Et elle n'a plus jamais senti qu'elle avait besoin de lui pour être qui elle était. Amélie, l'ancienne assistante, a ouvert son propre cabinet de conseil, loin du nom de Villeneuve. Personne ne sait vraiment si elle a appris quelque chose de l'histoire, mais elle a disparu des projecteurs. Et peut-être que pour elle, c'était suffisant. Maman Sylvie continue d'affronter ses bons et ses mauvais jours. Il y a des moments où elle reconnaît sa fille et sourit avec tendresse. Dans d'autres, elle se perd dans ses propres pensées. Mais Chloé a appris à l'aimer malgré tout, et les jours difficiles, elle lui prend simplement la main et lui dit « Je suis là, maman, et je vais bien. » Et elle va bien. Pour la première fois depuis très longtemps, Chloé dort en paix. Non pas parce que le monde l'applaudit, mais parce qu'elle s'est elle-même pardonnée, parce qu'elle a construit quelque chose de réel, et parce qu'elle a su transformer sa douleur en un but.
Si cette histoire a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, laissez un like, ça me montre que ça vaut la peine de raconter des histoires comme celle-ci. Et dites-moi ici dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous? Je veux savoir jusqu'où cette histoire a voyagé. Si vous croyez au pouvoir de recommencer, abonnez-vous à la chaîne. Il y a tant d'histoires vraies qui ont besoin d'être racontées. Et maintenant, choisissez l'une des histoires que j'ai laissées ici à l'écran et venez avec moi, parce que la prochaine pourrait vous émouvoir encore plus.